bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulé Programmation avec Servlet, première partie. Alors tout de suite le menu. Alors on va voir le framework Servlet. On va voir le cycle de vie. On va voir les paramètres d'initialisation de contexte. Et puis le deployment descriptor. Alors avant de commencer quoi que ce soit, comme vous devez le savoir, bien avant la création de Java, il existait des mécanismes qui permettaient de faire des interactions, si vous voulez, entre un navigateur web et un serveur web. Alors ces mécanismes-là, c'est ce qu'on appelait les scripts CGI. Alors les scripts CGI, ils s'occupaient bien sûr de récupérer les informations saisies au niveau d'un formulaire pour pouvoir les faire transmettre vers un programme et puis bien sûr, encore une fois, transporter la réponse du programme vers le navigateur. Mais malheureusement, ces scripts CGI s'avèrent pas très efficace du fait qu'il présente deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il ne travaille pas avec des threads, mais avec des process. Donc, on n'a pas une optimisation de la mémoire, on n'a pas d'optimisation au niveau de temps. Et si, par exemple, la machine devait être arrêtée, bon, à ce moment-là, c'est toute la machine qui allait être arrêtée et non pas un thread bien précis. Et on a un deuxième problème au niveau des scripts CGI, c'est le problème, bien sûr, de la sécurité. Alors maintenant, avec Java, on a une nouvelle technologie, ce qu'on appelle les servlets, et qui bien sûr apporte les solutions à ces problèmes-là. Premièrement, les servlets, ils sont bien sûr très sécurisés, donc il y a une certaine sécurité. Et deuxièmement, les servlets utilisent bien sûr la méthode du thread, c'est-à-dire que au niveau de la machine, vous ne risquez rien. Au niveau si par exemple vous avez une boucle, vous pouvez la diviser en plusieurs threads, et le thread est plus puissant que bien sûr les process. Alors on va entamer le premier point, le framework Servlet. Alors un framework générique pour la communication client-serveur entre processus. Il peut être utilisé avec divers protocoles. Et puis la réalisation sur HTTP est la plus employée. Alors comme vous devez le savoir, en principe, après la création de Java, l'avantage qu'on a eu après la création de Java, c'est le fait d'avoir des pages dynamiques. Alors les pages dynamiques s'appuient énormément sur les servlets. Alors les servlets, bien sûr, sont beaucoup plus utilisés au niveau du protocole HTTP, vu que le protocole HTTP, c'est un protocole qui a été dédié, si vous voulez, pour les pages web et pour, bien sûr, les navigateurs. Alors, c'est une technologie Java principale pour rendre dynamiques les pages HTML. Bien sûr, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc elle remplace directement les scripts CGI et c'est pour rendre bien sûr interactive la communication entre un navigateur web et un serveur web. Alors, les fondements des Java Server Pages. Alors, en principe, le fondement ou bien sûr la base de cette programmation-là, elle se base sur le JSP qui est le Java Server Page. Alors, le servlet. Le servlet, bien sûr, c'est une interface qui utilise le javax.servlet.servlet. Donc là aussi, il y a une bibliothèque qu'il faut faire intervenir. Ça reste un type fondamental. Et puis, bien sûr, les classes servlet réalisent cette interface. Donc, au niveau de la bibliothèque que je viens de citer en haut, vous avez des classes qui vous permettent, bien sûr, de réaliser ces interfaces-là. Alors, les méthodes de l'interface servlet, donc les méthodes ou les commandes que vous allez utiliser au niveau de votre programme Java. Le void init, donc il y a servlet config pour la configuration. Vous avez le servlet request rec and servlet response res. Donc c'est pour les requêtes, c'est pour bien sûr la réception de requêtes et bien sûr la réponse à des requêtes bien précises. Void destroy, c'est pour la destruction bien sûr, et ça on va le voir en détail un petit peu plus loin. String get servlet info. Et puis servlet config get servlet config pour la configuration aussi. Alors on va voir maintenant le générique servlet. Donc il utilise la classe javax.servlet.generic servlet. Il réalise l'interface servlet. Et puis, il y a une certaine adaptation de l'interface avec la servlette. Donc, c'est ça les points forts du générique servlet.
Vous avez l'HTTP servlet, le plus utilisé. Alors, il utilise la classe javax.servlet.http.http-servlet. Il étend bien sûr le générique servlet. Et puis, c'est une spécialisation pour le protocole HTTP. Donc, en fait, c'est, si vous voulez, le servlet le plus utilisé actuellement au niveau de la programmation Java. C'est pour, bien sûr, le protocole HTTP. Du fait que l'objectif principal, c'est de rendre dynamique cette page web. La méthode service qui gère les headers HTTP, et on a expliqué au niveau des autres leçons ce que c'était un headers. Alors, vous avez les méthodes doGate et doPost. Alors, avant de passer à un point suivant, je vous explique un petit peu les méthodes GATE et les méthodes POST. Alors, en principe, lorsqu'on travaillait avec l'ancien système, avec les scripts CGI par exemple, pour pouvoir envoyer les informations, donc on envoyait l'URL bien sûr du site, et bien sûr accompagné par le contenu des formulaires. Le problème qui se pose, c'est que parfois, cette procédure reste limitée du fait qu'on a un nombre limité de caractères. Alors maintenant, si vous utilisez la méthode POST, le doPost, et on va l'expliquer encore plus tard, c'est que vous créez un flux, et on a vu au niveau des premières leçons ce que c'était qu'un flux. Donc on crée un flux, d'accord, indépendant bien sûr, donc avec l'URL, on crée un flux, et au niveau de ce flux-là, donc on fait parvenir toutes les informations issues du formulaire vers le serveur web. Alors après le serveur web, on va voir bien sûr les containers, les servlets, tout ça on va les voir un petit peu plus tard. Le cycle de vie. Alors, qu'arrive-t-il quand on invoque un servlet? Lorsqu'on a besoin d'un servlet, comment la procédure se passe? Le browser appelle une URL. Donc, votre navigateur appelle une adresse. Le web serveur adresse la requête au container. Alors, comme vous devez le savoir, et ça je vais prendre un schéma rapide, vous avez votre poste client. Vous avez votre serveur web. Alors, lorsqu'un client, par exemple, envoie une requête vers le serveur web, le serveur web, bien sûr, il appelle un container qui lui-même fait appel à des servlets. Alors, l'information passe du client vers le web serveur, du web serveur vers le container, et vers le container vers le servlet. Alors maintenant, les réponses, bien sûr, le servlet, il répond au container, qui lui-même doit répondre le serveur, et le serveur doit envoyer l'information vers le client. Il y a un schéma qu'on va voir un petit peu plus tard, ce qui explique correctement cette opération-là. Alors, le web serveur adresse la requête au container. Si le servlet n'a pas déjà été activé, il l'initialise. Parce que s'il n'a pas été appelé tout à fait au début, il faut absolument l'initialiser pour pouvoir l'exploiter. La requête est passée à la méthode service à ce moment-là. Une fois initialisée, on passe à la méthode service. La réponse est envoyée au container, comme je viens d'expliquer au niveau de notre schéma. Et puis le container envoie la réponse au web server, qui lui-même, bien sûr, va la renvoyer vers, bien sûr, le poste ou le navigateur qui a demandé. Alors, on revoit le schéma ici. Vous avez votre browser. Lorsqu'on parle de browser navigateur, on parle du poste client. Il envoie, par exemple, des informations vers le web serveur. Donc, c'est une demande d'URL. Le web serveur envoie la requête vers un container qui lui-même envoie les informations vers le serveur. Alors, la requête et puis l'information, c'est l'instanciation, si vous voulez, vers le servlet. Et la requête aussi. Alors, une fois que le servlet a la réponse, il la remet au niveau du container. Donc, on a une réponse ici. Alors, automatiquement, ce container la renvoie vers le web serveur qui lui-même va la renvoyer vers le browser. Alors là, bien sûr, c'est l'architecture de la programmation avec servlet. Alors, rappelez-vous, donc, le processus, bien sûr, il est entre 4 points principaux, si vous voulez, à savoir le browser qui est le navigateur, le web serveur qui est le serveur web, le container et bien sûr les servlets. Donc la communication se passe bien sûr entre ces 4 éléments. Alors Java reste le langage de programmation le plus fort pour la gestion de tous ces éléments-là. L'initialisation.
Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, en principe, lorsque vous invoquez un servlet, il faut absolument l'initialiser. Alors, l'initialisation prend trois parties, si vous voulez, trois phases différentes. Alors, l'initialisation comprend trois phases différentes. Tout d'abord, la localisation, puis la création, et puis l'initialisation. Et on va essayer d'expliquer ces trois étapes-là. Alors, en ce qui concerne la localisation, qui est la première phase, le servlet engine localise la classe à activer et la charge en mémoire. Donc, c'est la première étape à faire au niveau de la localisation. Donc, bien sûr, on localise la classe à activer et on la charge en mémoire pour pouvoir l'exploiter. Et puis, la classe C est égale à classe.forName, hello world, donc c'est un exemple. Donc, il y a bien sûr une certaine affectation pour la classe et une utilisation de la classe. On passe à la deuxième étape maintenant, ou la deuxième phase, la création. Alors, au niveau de la création, le container crée une instance de la classe servlet. Donc, je dis bien une instance. Donc, il va créer une instance parce que la classe servlet, elle existe déjà. Elle est déjà prête pour vous. Alors, il faut créer une instance pour pouvoir l'exploiter. Et puis, on écrit servlet, S reçoit servlet.c new instance. Vous allez créer une nouvelle instance, bien sûr, de la classe servlet. Troisième phase, l'initialisation cette fois-ci. La servlet ou le servlet est activé cette fois-ci. Alors, s.init servlet context. C'est une sortie de constructeur de servlet. Alors, les phases d'exercice, on va voir les méthodes qui vont être invoquées. Void service, servlet request, rec, servlet réponse rest. Donc là, une fois qu'on a passé toutes les trois phases pour pouvoir mettre en œuvre, si vous voulez, servlet, il faut absolument faire appel à des méthodes pour pouvoir envoyer la requête et avoir une réponse. Alors, le void service nous permet de faire cette opération-là. Les spécifications garantissent que le container invoquera le init avant le service. Donc, l'initialisation avant, bien sûr, de mettre en service ce servlet. La différence fondamentale avec un CGI est que le servlet va initialiser qu'une seule fois. Et là, maintenant, vous avez un autre avantage parce que tout à fait au début, donc je vous ai expliqué que parmi les inconvénients du script CGI, c'est que le script CGI il n'était pas très sécurisé et il utilisait des process au lieu d'utiliser des threads. Alors bien sûr, j'ai bien expliqué que le Java avec les servlets a pu donner une réponse à ces problèmes-là et des solutions puisque les servlets sont plus sécurisés et bien sûr ils utilisent les threads au lieu d'utiliser bien sûr les process. Alors là, nous voyons un autre avantage, c'est que avec le script CGI, vous devez initialiser, bien sûr, le script à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que premièrement, on travaille avec les process, et deuxièmement, le fait de travailler avec ces process nous génère un temps énorme, donc ce qui fait qu'on perd énormément de temps. Alors maintenant, avec les servlets, on ne va initialiser qu'une seule fois, et ça, c'est un très grand avantage. Alors la phase de destruction consiste en une méthode de callback destroy, comme on a expliqué tout à l'heure, la destruction, qui est invoquée par le container quand il décide d'éliminer les ressources occupées par le servlet. Alors là, ça ressemble un petit peu, si vous voulez, au garbage collector pour la mémoire. Là aussi, c'est la même chose. Nous voulons libérer le contenu du servlet, si vous voulez. Alors, pour le libérer, bien sûr, après avoir terminé son exploitation, on fait appel à une méthode callback destroy qui nous permet de vider, bien sûr, ce servlet-là pour pouvoir l'exploiter encore une fois. Paramètres d'initialisation et de contexte. Alors, deux types de paramètres. Vous avez l'initialisation d'une servlette et la même chose, mais pour une application cette fois-ci. L'initialisation d'une application qui reste un groupe de servlettes. Alors là aussi, vous allez voir qu'un ensemble de servlettes constitue une application. Parce que maintenant, si vous voulez travailler avec le protocole HTTP et travailler sur le format web, il faut absolument travailler avec un langage HTML ou XML. Et bien sûr, on va, avec un ensemble bien sûr de classes qu'on va y intégrer, d'accord? Alors le fait de rassembler les pages HTML avec l'ensemble des classes, c'est ce qu'on appelle ça des servlettes. Alors on peut avoir au sein d'une application plusieurs servlettes. Alors, les paramètres d'initialisation. Donc, il y a initialisation paramètre,
Analogue aux paramètres des applets, c'est la même chose. Et puis vous avez des couples de chaînes clés est égal à valeur. Alors, servent à personnaliser le comportement d'une servlette. Ce sont des méthodes, bien sûr, qui vont vous aider à personnaliser, bien sûr, le comportement d'une servlette. Parce qu'après, on va voir comment, si vous voulez, identifier, paramétrer, d'accord, vos servlettes avant de pouvoir les utiliser. Ils sont mémorisés dans le DD, WebXML, d'accord? Donc, le document texte, si vous voulez, définition. Donc, c'est là où vous allez faire votre paramétrage pour pouvoir l'exploiter au niveau de votre programme. Alors, javax.servlet.servletconfig, donc là, c'est des classes qui concernent la configuration. Une instance de cette classe est passée par le container pendant la phase d'initialisation. Donc, pendant la phase d'initialisation, vous faites appel, bien sûr, à une instance, bien sûr, d'un programme, d'une classe, si vous voulez, qui va vous permettre de configurer et de paramétrer le tout avant de pouvoir commencer. Alors, servletconfig, c'est la classe. GetServletConfig pour pouvoir l'utiliser. Alors, l'emploi de servletconfig, on peut obtenir une énumération de tous les paramètres et les parcourir. C'est ça l'avantage que vous avez, c'est-à-dire que vous avez énormément de paramètres, vous pouvez les parcourir et à ce moment-là, vous pouvez les modifier et les paramétrer selon vos besoins. Alors, l'énumération getInitParameterNames, on peut accéder à chaque paramètre par son nom, c'est ça l'avantage, c'est-à-dire qu'il y a, les paramètres sont déjà là, alors vous pouvez y accéder par nom pour pouvoir bien sûr les modifier. Alors, vous avez le string getInitParameter, c'est un string name. Alors, on va voir une insertion, donc le déploiement descriptor. Donc, on va voir un exemple concret avec Java. Alors, nous avons le programme. Alors, comme vous devez le constater, vous avez des balises, des tags, et des balises, bien sûr, doubles. Web app, on retrouve web app. Init paramètre, on trouve le slash init paramètre. Et chaque balise est bien fermée tout à fait à la fin. Alors, les paramètres maintenant. Par exemple, param name. Language, par exemple. Param value. Donc, on choisit le français, si vous voulez. Alors, param name est égal à hello avec un message. Paramètre value, on peut le remplacer par salut monde et ainsi de suite. Toujours est-il, vous avez la possibilité avec bien sûr cette méthode de pouvoir paramétrer le tout avant de pouvoir commencer. Servlet contexte. Le contexte représente l'espace commun pour tous les composants d'une application donnée. Alors effectivement, comme je vous ai déjà expliqué au niveau d'autres leçons précédentes, vous créez des environnements pour chaque application, pour pouvoir la mettre en sécurité et pour pouvoir bien sûr définir, si vous voulez, les éléments avec lesquels elle va collaborer. Alors maintenant, là, le contexte, il représente un espace commun pour tous les composants d'une application donnée. On en obtient une référence par la méthode getServletContext de la classe servletConfig. Alors, l'emploi de servletContext, on peut parcourir les paramètres d'initialisation au niveau du contexte avec les mêmes méthodes de servletConfig. On peut aussi obtenir d'autres informations sur le web application. Donc, sur l'application web, on peut trouver des informations au niveau de la configuration. On peut partager des données avec d'autres servlettes dans la même web application. Et là, c'est un point très fort que vous avez. C'est-à-dire que vous avez des données, effectivement, que vous pouvez partager, si le besoin se fait sentir, avec d'autres servlettes, mais de la même application. Alors, on va voir aussi maintenant un petit exemple de programme d'insertion. Alors là aussi, on reprend la même chose. Vous voyez, donc, on rencontre toujours des balises doubles au niveau d'XML. Vous avez le contexte param. Alors maintenant, paramètre name, ressource 1 avec une certaine valeur, ressource 2 avec une certaine valeur, et ainsi de suite. Alors toujours est-il, donc c'est la manière de pouvoir insérer la configuration de vos paramètres avant de pouvoir commencer votre programme. Alors, le deployment descriptor. Alors, le web.xml,
c'est un document XML. Il a un dictionnaire web DTD. Alors, on a eu l'occasion de voir au niveau des leçons précédentes ce que c'était qu'un DDT. Un DDT, c'est un document de texte qui va contenir des définitions et c'est un document qui va vous permettre de paramétrer. Donc, vous-même, vous allez paramétrer tous les éléments dont vous allez avoir besoin pour mener à bien votre application. En analysant le DTD, nous pouvons découvrir quels sont les éléments et comment ils le composent. Alors, certains éléments tags de web.xml, vous avez le web-app pour les icônes, pour l'affichage, display name et ainsi de suite. Vous avez les icônes, le small icon ou large icon pour pouvoir changer un petit peu la forme des icônes. Et vous avez le display name pour le PC data. Et puis la description du PC data. Alors, vous avez aussi le distributable empty. Et puis le contexte paramètre, param-name, param-value, description. Servlet icon, servlet name. Servlet name pour le PC data. Tout ça, ce sont des configurations, un certain paramétrage auquel vous pouvez avoir accès pour pouvoir, bien sûr, initialiser votre application avant de pouvoir la commencer. Servlet class, là aussi c'est pour le PC data. Init param. Param name, param value description, l'initialisation de paramètres. Load on startup pour le PC data. Les servlet mapping, donc pour le servlet name et l'URL des patterns. Et on a expliqué au niveau de leçon précédente ce que c'était qu'un pattern. Session config, session timeout. MIME mapping, et on a expliqué au niveau de la leçon précédente ce que c'était le MIME. Extension MIME type. Error page, error code, exception type and location. Alors l'importance maintenant du DD. Alors comme j'ai déjà expliqué, le DD ou le DTD reste un document où vous allez définir tous vos paramètres avant de pouvoir commencer votre programme. Comme ça, vous allez vous constituer un dictionnaire auquel vous pouvez vous référer pour bien sûr travailler correctement votre application. Alors l'approche déclarative et non programmée qui favorise le réemploi à travers la personnalisation des valeurs de certains éléments. Exemple, la page d'erreur. Parce qu'effectivement, la gestion des erreurs est très importante. Maintenant, vous pouvez avoir une erreur. Si vous ne maîtrisez pas toutes les erreurs, vous risquez de ne pas connaître l'origine de l'erreur et de ne pas la corriger. Un exemple, le DD des applications de Tomcat. Alors maintenant, je vous invite à voir, bien sûr, le DD ou le DTT de l'application Tomcat. Voilà. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetio.